Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation des données sur les mobilités. L'idée de cette présentation est de vous présenter l'ensemble des données qu'on a pu agréger dans le cadre de l'enquête ménage qu'on va vous présenter et l'accès au site web que vous aurez très rapidement et qui vous permet donc d'accéder à toutes les données d'usage de la mobilité. Alors pour vous présenter rapidement l'objet, cette enquête ménage, elle a été mise en œuvre dans la perspective du futur plan de déplacement urbain, qui est un document qu'on va avoir à rédiger durant l'année prochaine et qui vise à modeler l'ensemble de la politique de mobilité. Euh, et là, le projet, il était d'avoir un diagnostic à l'échelle de l'ensemble du territoire qui permet donc de connaître les pratiques de déplacement. Donc cette enquête ménage, elle a été faite en 2018 et elle a permis de recenser l'ensemble des trajets, l'ensemble des pratiques des personnes. Pour ce faire, cette enquête, elle a été réalisée sur des standards nationaux, c'est-à-dire que cette enquête, elle a été réalisée dans d'autres territoires, c'est ce qui nous permet d'ailleurs de se comparer à eux, et donc elle est validée par le CEREMA qui a suivi notre enquête. L'aire d'étude de ce projet a été à la fois à l'échelle de Grand Poitiers, donc l'ensemble des 40 communes, mais aussi sur d'autres territoires, à savoir les communes du Haut-Poitou et des Vallées du Clin, qui sont des communes qui sont fortement attirées par le pouvoir de Grand Poitiers et les zones d'activité, notamment de Chasseneuil et de Poitiers. Et c'est pourquoi ce sont 67 communes qui ont été enquêtées et agrégées au sein de ce secteur. Euh, un point important là-dessus, on ne sera pas en capacité de descendre à des niveaux plus bas que les secteurs qui agrègent, eux, plusieurs communes, puisque en matière de représentativité statistique, il n'était pas possible d'aller sur un niveau communal où il n'y a pas forcément assez de répondants à cette échelle-là. Donc voilà un petit peu l'enquête, comment elle se mène. C'est une enquête qui est très très fournie, c'est pourquoi on a travaillé avec Fabrice Caini qui est présent avec moi de Coapi pour justement mettre en valeur ces données et créer un site internet qu'on va vous présenter juste après. Ce site internet, il a pour vocation de croiser l'ensemble des données que contiennent cette enquête ménage. Et comme le représente ce graphique, il y a à la fois des données territoriales, c'est-à-dire le secteur d'études, le secteur de tirage et la couronne, c'est-à-dire que chacune des communes est agrégée dans un secteur de tirage et ensuite ces différents secteurs sont agrégés notamment aux couronnes concentriques. Les deuxièmes éléments, ce sont les données qui sont liées au ménage et à la personne. Donc on connaît le nombre de personnes qu'il y a dans le ménage, on connaît l'âge de la personne, son sexe, son activité et son lieu d'habitation. Par ailleurs, on connaît également des points sur l'équipement du ménage, à la fois le nombre de véhicules, l'âge du véhicule, sa motorisation, et également aussi des données d'équipement sur le vélo et les deux roues motorisées. Et puis, en son sein, l'enquête a permis aussi, puisqu'on enquêtait sur les déplacements qui sont réalisés la veille, on connaît l'ensemble des déplacements heure par heure, avec l'origine, la destination de la personne, le motif de ce déplacement, l'enchaînement des motifs, on vous détaillera ça tout à l'heure, les modes des déplacements, l'occupation du véhicule, ainsi que des temps de parcours qui sont calculés et des distances. Donc, je vais laisser la parole à Fabrice. L'idée de la présentation qu'on va vous faire à deux voix, c'est à la fois de vous présenter le fonctionnement de ce site web dont vous aurez l'accès, et puis aussi de vous montrer les faits saillants et des données importantes sur les pratiques de mobilité sur notre territoire. Hop, je vais te laisser partager l'écran. Ouais. Donc, vous devez voir mon écran. Parfait. Oui, bonjour. Donc, je suis Fabrice Caini de Coapi Scan Data Mining. Et donc, je vais vous présenter la plateforme web d'exploitation et de visualisation des résultats de cette enquête. Donc, comme le disait Sylvain tout à l'heure, ça se présente sous la forme d'un lien Internet dont on va vous communiquer les modalités d'accès dans la foulée de cette présentation. Donc, c'est un site web. Alors, pourquoi un site web? En fait,
ces données issues des enquêtes d'emploi de déplacement sont très nombreuses. L'enquête est très, très riche. Et c'est vrai que pour arriver à condenser toutes ces données sur un seul support, par exemple un support traditionnel PDF, ça rendait des choses vraiment très, très volumineuses et pas forcément très, très didactiques. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté il y a quelques temps maintenant vers ce support pour restituer un petit peu ces résultats. Comment se présente le site web? Vous trouvez deux menus. Le premier menu horizontal qui traite en fait des grands thèmes de l'enquête. Donc, un thème sur la population et les ménages. Il faut savoir que c'est pas caractériser la population et les ménages, c'est pas l'objet initial de l'enquête, et il faut plus voir ça comme des variables explicatives de certains indicateurs qu'on pourrait pouvoir voir ensuite. Donc, mais on traite quand même de cette population et ménage, puisque comme le montrait Sylvain tout à l'heure, il y a des données qui concernent ça. Ensuite, nous trouvons un thème sur l'équipement des ménages, alors qui se décline à la fois sur l'équipement en véhicule particulier, en vélo ou en deux roues motorisées. Un thème aussi important sur la mobilité, qu'on va décliner aussi ensuite sur les durées de déplacement, les distances de déplacement ou la mobilité en fonction des différents profils des habitants. Un chapitre sur les modes, là aussi décliné par rapport aux distances, aux durées, au profil, à l'occupation des véhicules, aux déplacements intermodaux, les motifs de déplacement, donc pourquoi on se déplace, les flux de déplacement, donc les déplacements entre les différents secteurs de Grand Poitiers, et puis un chapitre un petit peu spécifique dont on parlera tout à l'heure, les dynamiques urbaines. Donc là, c'est vraiment, il faut voir ça vraiment comme le sommaire de l'étude avec ses chapitres et ses sous-chapitres, quoi. Sur le menu à gauche, là, vous avez aussi quelques informations. Donc, une première page qui vous explique un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'une DVM et comment elle est réalisée. Une synthèse des principaux chiffres clés de la mobilité sur le territoire de Grand Poitiers. Donc, on retrouve encore les thèmes précédents, mais cette fois synthétisés en quelques chiffres clés. Donc, la population, les ménages, la mobilité des résidences. Qu'on peut retenir ici, par exemple, c'est qu'il y a quasiment 670 000 déplacements qui sont réalisés quotidiennement par les habitants de Grand Poitiers, qu'en moyenne, un habitant de Grand Poitiers parcourt 23 km pour une durée de 60 minutes dans la journée. Enfin, bon, voilà, quelques infos comme ça qui vont préciser un petit peu les grandes caractéristiques de la mobilité sur votre territoire. Sylvain, tout à l'heure, vous expliquait que le territoire est découpé en plusieurs secteurs. Vous avez ici sur la carte la représentation donc, de la totalité du territoire d'enquête sous forme de secteurs de tirage. Donc les secteurs de tirage, c'est les secteurs les plus fins sur lesquels on peut avoir des indicateurs statistiquement fiables. Donc on voit que dans le centre sur la commune centre de Poitiers, ben, en fait ces secteurs sont plus petits puisqu'on a une densité de population importante. Donc on peut sur la phase d'enquête, a pu descendre en échelle de manière à avoir des informations infracommunales. Et puis, quand on s'éloigne du centre de la ville-centre avec des zones un peu moins denses, mais en fait, la méthodologie a conduit à regrouper des communes, quoi. En gris, en fait, apparaissent les secteurs périphériques qui ont été pris en compte justement pour voir l'attractivité de Poitiers, quoi. Donc ça, c'est le secteur le plus fin sur lequel vous pourrez avoir des indicateurs. On a aussi reconstruit d'autres secteurs, donc un secteur couronne plus Poitiers-Centre, donc où le territoire est découpé en première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Avec une distinction entre Poitiers et puis le Poitiers centre-ville, une distinction couronne où là, la même chose, sauf que Poitiers est agrégé en une seule commune, et puis donc découpage EPCI 2017, donc qui correspond à l'EPCI telle qu'elle est en 2017, quoi. Donc si on prend par exemple Poitiers-Couronne, en fait, cette application-là, de la même manière, vous permet d'avoir une série de chiffres clés sur les différents secteurs enquêtés, donc y compris au niveau de l'échelle de tirage, hein, où on peut avoir du coup des informations vraiment sur tous les secteurs.
Et puis ensuite, une synthèse. Alors ça reprend, et on va pas la dérouler ici, puisqu'en fait, c'est des éléments qu'on va voir après, mais qui reprennent les principaux éléments de tous les items. Quoi. Donc ça permet d'avoir une vue un petit peu synthétique des résultats. Synthèse qui est d'ailleurs imprimable, qu'on peut sortir et Qui est générer. imprimable ici, en appuyant sur ce petit bouton, effectivement, on peut générer un PDF qui vous permet de pouvoir après l'avoir chez vous. Donc, si on commence, donc on va passer. Alors, l'idée, hein, c'est pas de reprendre en détail tous les indicateurs de site. C'est, comme le disait Sylvain, de vous donner quelques clés d'utilisation et puis vous présenter quelques indicateurs un petit peu marquants que Sylvain va commenter avec une approche, on va dire, plus territoriale et mise en perspective de ces analyses au vu des éléments du territoire. Donc, on ne va pas tout passer en revue, on va s'arrêter sur quelques graphiques, et puis moi, je vous présenterai au fur et à mesure les petites fonctionnalités qu'on peut y voir. On commence par caractérisation de la population. Allons-y. Allons-y. Donc, comment se présente le site? Sur chacune des pages, on a un petit encart de chiffres clés. Donc là, sur la population, ben voilà, 188 000 habitants quasiment, 175 habitants par kilomètre carré. Donc, on trouve plusieurs types de graphiques. Alors ça, c'est aussi une data visualisation. Hein. C'est un graphique assez simple sous forme de camembert qui présente la répartition de la population selon le secteur de résidence pour Grand Poitiers. Donc, on voit par exemple que dans Grand Poitiers, on a 46% des habitants qui habitent Poitiers. 54 029 la première couronne, 12% la deuxième couronne, 13% la troisième couronne. Les menus qu'on peut voir ici permettent de décliner ce graphique sous différentes échelles d'analyse, par exemple en l'occurrence le territoire, ce qui vous permettra d'adapter au mieux le graphique en fonction de ce que vous pouvez voir. On trouve ici des fonctionnalités. Alors, les trois premières, donc cette première qui permet d'agrandir le graphique, qui vous permet, en fait, quand vous le présentez, par exemple, de pouvoir le mettre en avant. Ici, un point important qui vous permet d'exporter ce graphique, donc en format vectoriel ou en format image. Donc, si on fait l'exemple ici, vous pouvez ensuite copier-coller directement l'image pour pouvoir l'intégrer dans un rapport, dans une présentation PowerPoint. Enfin bon, après, vous êtes libre, mais en tout cas, vous pouvez avoir accès très facilement à cette donnée. Ici, une fonctionnalité de partage qui permet, par exemple, de pouvoir partager ce graphique, embarquer, on dit en langage web, embarquer ce graphique vers un autre site. Par exemple, si sur certains sites de votre commune, vous dites ce graphique est intéressant, j'aimerais bien pouvoir le mettre sur mon site internet, et bien, en cliquant ici, en fait, vous avez un code, alors qui peut paraître un petit peu comme ça austère pour des publics non avertis, mais vous donnez ce code à votre webmaster qui saura complètement intégré dans votre site. Et donc, vous aurez ce graphique-là avec les mêmes fonctionnalités que celles qu'on a vues tout à l'heure apparaître sur votre site. Ce graphique restera construit par la plateforme de DVM de Grand Poitiers. C'est-à-dire que si on est amené à la modifier pour des raisons quelconques, ben, la modification sera aussi tout de suite visible sur votre site à vous. Je crois qu'on vous laisse arrêter ici sur cet indicateur, donc il représente la même chose que le précédent, mais cette fois sous forme d'histogramme. Absolument. On a là à la fois donc la population de chacun des secteurs, donc Poitiers hors centre-ville, des couronnes qui sont bien distinguées, et ça montre vraiment à la fois le poids de Poitiers en matière de population, et puis quand on regarde la question des densités,
on voit également qu'il y a une vraie différence entre la densité que l'on observe sur Poitiers et puis celle au sein des couronnes, ce qui, en matière de mobilité, induit inévitablement des niveaux de service et des produits en fait, de mobilité qui sont différenciés. Un service de transport en commun nécessite d'avoir une certaine massification des flux et donc est plus indiqué sur des territoires qui sont denses. C'est pourquoi c'est sur Poitiers qu'on retrouve une part importante du réseau de transport en commun. En revanche, lorsqu'on est sur des territoires plus diffus, il va falloir être là sur des dispositions plus adaptées en matière de transport en commun, mais aussi sur la valorisation des dispositifs comme le covoiturage, l'accès à du transport à la demande et du rabattement vers des modes de transport lourds et structurants, comme le train par exemple, qui permettent donc d'arriver après sur des territoires comme Poitiers ou Chasseneuil de façon assez rapide. Donc, on peut poursuivre. Donc, vous avez aussi des représentations, vous trouverez sur le site des représentations cartographiques, là aussi, qui permettent d'avoir des informations à différentes échelles. Donc, prenons par exemple, on va rester sur celle-ci. Vous avez, c'était le cas déjà sur le graphique précédent, parfois la même carte ou le même graphique qui peut se décliner sur différents indicateurs. Donc là, on est sur la densité de population, mais ça peut être aussi la pollution totale, la population pardon, des 5 ans et plus. Donc voilà la densité. Et vous avez ici des petits boutons qui vous permettent de voir les valeurs affichées sur la carte. L'ensemble de la mobilité va être décliné ensuite selon le profil des habitants. Quand on dit profil des habitants, en fait, on parle de la différenciation selon le genre, donc homme ou femme en l'occurrence dans les enquêtes, selon l'âge. Donc on a en fait la population enquêtée, hein, c'est les plus de 5 ans. Donc pour les moins de 5 ans ici, on sait combien ils sont, mais on n'aura pas d'informations sur leur mobilité. Et ensuite donc de 5 ans jusqu'à en l'occurrence 65 ans et plus, quoi. Donc voilà, et puis enfin, le dernier indicateur sur le profil des habitants, c'est l'occupation. Donc l'occupation, c'est un champ qui est rempli quand la personne est enquêtée, où on lui demande quelle est son occupation. Donc on a travail plein temps, temps partiel, ensuite apprentissage étudiant scolaire, donc tout un lot on va dire, regroupé en formation. Chômeurs, recherche d'emploi, retraités, reste au foyer, et puis quelques autres un petit peu, voilà, qui ne sont pas caractérisés dans les autres catégories. Et donc là, on Alors pour retrouve... revenir, peut-être, on va peut-être revenir à la population par classe d'âge, où j'avais des éléments à montrer sur ce Excuse-moi. graphique. Aucun problème. En complément, donc sur ce graphique-là, on voit la part de population, la répartition des populations par territoire. Et ça nous amène, en complément de ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur l'aspect densité, aussi à avoir des services qui peuvent être différenciés en fonction des populations et des publics, puisqu'on voit que notamment sur Poitiers, quand on clique pardon, sur les jeunes, on voit qu'il y a une forte population jeune sur le territoire notamment de Poitiers centre-ville et de Poitiers globalement. Ce qui amène, notamment parce qu'on sait que ce public-là est un public captif, captif des modes plutôt à la fois des modes doux, donc la marche à pied, le vélo, mais aussi du transport en commun, ce qui amène la nécessité d'avoir une attention particulière sur les dispositifs en matière de transport en commun et de desserte, notamment des zones d'études et de formation. Ça, c'est un point important. Et puis par ailleurs, lorsque l'on regarde sur les populations plus âgées, donc les 65 ans et plus, on voit que c'est davantage dans les couronnes extérieures qu'on va retrouver ces populations-là, qui amènent aussi à des enjeux en matière de transport à la demande notamment, et de mobilité douce aussi, notamment dans un aspect santé et de continuité d'une activité physique. Ça peut amener notamment à des questionnements autour de la pratique du vélo et du vélo assistance électrique pour ces personnes âgées, pour que justement elles continuent à avoir une activité, puis aussi un lien social en allant se déplacer vers les centres-bourgs de leur commune notamment.
Ok. Donc, le dernier critère, oui, l'occupation. Donc, je vous ai déjà détaillé précédemment les items. Et donc là, de la même manière, donc si on prend toujours le Poitiers centre, on peut Oui, avoir la répartition des différents types d'occupation en fait, sur les territoires. Les graphiques permettent d'avoir une représentation à la fois en pourcent, comme c'est le cas là, ou alors en empilé, en valeur absolue. on Et donc, retrouve si là on, encore les étudiants hein, qui ont dans Poitiers, Poitiers centre-ville notamment. on a une grande part des étudiants. Donc, on s'arrêtait là sur la partie population. On peut basculer ensuite sur la partie ménage. Donc là aussi, vous retrouvez des premiers chiffres clés qui présentent voilà, les caractéristiques des ménages sur le territoire, donc la taille moyenne des ménages. Et puis, donc, on vous laisse arrêter sur ce graphique où on regarde le nombre de ménages par personne. Donc là, par exemple, à l'échelle de Grand Poitiers, on voit qu'on a 46% des ménages qui ne sont composés que de personnes seules. Et donc, ce qu'on voulait voir aussi ici plus en détail, c'était cette information, mais déclinée sur des secteurs géographiques plus fins. Absolument. Donc c'est vrai que ce poids de la population en ménage d'une seule personne, il est significativement plus élevé que ce qu'on peut voir au niveau national ou de 15 points au moins. Et c'est vrai que c'est un enjeu pour nous que de savoir quels sont les ménages d'une personne et quelles sont leurs activités notamment. Ça peut être à la fois des étudiants donc qui vont être plutôt amenés à utiliser potentiellement des modes actifs et du transport en commun, mais aussi peut-être des personnes plus âgées et donc là, on va continuer à étudier ce point-là parce que ça peut être amener donc des problématiques de non-mobilité et donc de non-lien social. Donc il y a un enjeu pour nous de faire en sorte que ces personnes soient toujours en capacité d'être en mobilité, donc avec des services adaptés pour continuer à pouvoir rencontrer des personnes et puis avoir une activité autour. Donc voilà, donc on s'arrête là sur la partie ménage. Il y a d'autres informations, hein, vous aurez tout le loisir d'aller les consulter. Et puis donc on va maintenant vous donner quelques éléments sur les équipements des ménages. Donc les équipements des ménages, en fait, sont caractérisés dans les enquêtes en trois types. Les véhicules particuliers, les vélos ou les deux roues motorisées. Si on regarde donc les équipements des ménages en voiture particulier, en moyenne, un ménage a sur Grand Poitiers 1,28 voitures par ménage. On a 223 000 voitures à disposition des ménages et puis 17% des ménages n'ont pas de voiture. 123 089, on pourrait croire que c'est un petit peu précis comme chiffre. Alors, les résultats qui sont présentés ici sont issus d'une enquête auprès d'un nombre fini de personnes, donc pas tous les habitants tous les ménages de Poitiers ont été enquêtés, bien sûr. Et ensuite, le CEREMA applique une procédure de redressement de chaque personne, de chaque ménage, pour pouvoir revenir à la population générale. Donc, ici, on fait la somme de ces coefficients de redressement et on arrive à ce chiffre de 123 089. Il faut quand même garder en tête donc, que c'est une enquête et que si on compte toutes les voitures de Grand Poitiers, on n'arrivera sûrement pas à 123 089. Et c'est plutôt un ordre de grandeur, on va dire, autour de 123 000 qu'il faut retenir. Même si ce chiffre, 123 089, est, au sens statistique de l'enquête, le plus probable. Mais voilà, donc on peut rester un peu plus vague, mais bon, tous les chiffres sont quand même précisés à l'unité près, quoi. Donc sur ce graphique, donc là on retrouve des cartes, des choses. On vous laisse arrêter ici aussi. Donc on va reprendre toujours le même découpage et donc qui montre le nombre de véhicules qui sont le nombre de ménages qui sont sans véhicule, avec un seul véhicule, avec 2 ou 3 véhicules et plus.
Ouais, où là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois sur l'aspect, des ménages du centre-ville qui sont potentiellement celles qui sont les plus, utilisateurs des modes actifs et des modes doux. On y retrouve aussi, et certainement pour des questions de stationnement, un nombre important de personnes qui sont, sans véhicule, et puis, 38 sans véhicule, et puis, donc ça, c'est un enjeu pour nous, et donc c'est toute une population qui est susceptible d'utiliser donc les modes doux et les modes actifs. Et puis l'autre chose que l'on voit lorsqu'on est, sur l'ensemble du territoire, ce sont les phénomènes de voire trimotorisation, puisque dès lors qu'on va être, plus éloigné des lieux d'études ou de travail, inévitablement, l'usage de la voiture va être, accru, et donc on voit ces taux importants de ménages qui vont, disposer de plusieurs véhicules pour pouvoir se déplacer au quotidien, ce qui, aussi amène à des questions sur le stationnement, à la destination, et donc on voit bien le différentiel entre le nombre de ménages avec 2 voire 3 voitures, entre Poitiers et les 3 couronnes. Donc, nous avons ensuite des informations sur les taux de permis de conduire, sur l'utilisation du parc automobile. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 123 000 voitures sur Grand Poitiers, sauf que toutes les voitures ne sont pas forcément utilisées tous les jours. En l'occurrence, il y en a 27% en moyenne qui ne sont pas utilisées. Et puis, on a des informations sur le parc automobile. Donc, chaque personne, chaque ménage enquêté donne une description des véhicules de leur ménage, alors sur l'âge, et puis aussi surtout sur le type d'énergie. Donc, on voit par exemple que le parc automobile de Grand Poitiers a un fort taux de dieselisation, hein, puis près de 60% des véhicules qui roulent sont des voitures diesel, ce qui est pas une particularité de Grand Poitiers, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans l'ordre de grandeur qu'on retrouve dans tous les territoires. Ce qui est intéressant de voir là, c'est en fonction de la première année de mise en service, comment évolue justement ce type d'énergie utilisée. On voit qu'avant les années 70, on était quand même sur un. Alors, sans plomb, c'est pas très vrai, c'est plutôt super qui regroupe super et super sans plomb, excusez-moi, mais en tout cas, on était sur des voitures qui roulaient au super. Et puis, plus les années passent, et on voit augmenter le taux de diesel. Et si on regarde en détail, ce taux de diesel qui avait atteint entre 2010 et 2014 plus de 65%, mais en fait diminue de manière assez significative sur les voitures un peu plus récentes. Et on peut s'attendre en fait encore dans les années à venir à voir une baisse de ce taux de véhicules diesel. On peut voir aussi, la petite montée, on va dire, de l'hybride et de l'électrique durant les dernières années avec, voilà, ces éléments qui peuvent, Oui. Ça certainement reste, se développer. effectivement, ça reste encore des parts assez faibles avec 4% sur les véhicules après 2015, mais n'empêche qu'on voit bien quand même une émergence de ces nouvelles motorisations. Sur les vélos, donc des chiffres clés. Alors, un chiffre sur lequel on voulait s'arrêter aussi, c'est 48% des ménages n'ont pas de vélo. Et effectivement, on se rend compte que 48%, pardon, excusez-moi, des ménages n'ont pas de vélo. Et on se rend compte qu'on a près de la moitié des ménages de Grand Poitiers qui ne possèdent pas de vélo. Donc, si on regarde ce même indicateur, mais un échelon géographique un petit peu plus faible, plus précis. Là, on voit une vraie différence entre les trois couronnes et puis Poitiers, où à Poitiers, on a plus de 60% des gens qui n'ont pas de vélo à disposition. Alors ça amène des questionnements, notamment quand on voit le centre-ville. Là, c'est certainement lié à des questions de stationnement et une incapacité de la part des personnes à loger des vélos au sein de leur résidence, ce qui de facto baisse le potentiel d'usage du vélo, hein. Dès lors qu'on n'en a pas, c'est un petit peu plus difficile de faire du vélo. Et donc le fort enjeu autour de cette thématique du stationnement qui est vraiment différencié entre Poitiers et les couronnes. Sur les couronnes, on voit qu'on est plutôt aussi sur des ménages qui vont être en capacité d'avoir une possibilité de stationnement et donc un usage potentiellement un peu plus fort du vélo. Mais il y a vraiment pour Grand Poitiers un enjeu à la fois sur la location de vélos et puis aussi sur le fait de permettre aux gens d'accéder à l'usage d'un vélo par le biais du stationnement et puis toutes les formes de réparation et de services autour du vélo pour qu'on puisse voir diminuer ces taux de ménages sans vélo.
Donc, on va s'arrêter là sur la partie équipement des ménages, hein. On va passer sur l'équipement des ménages en 2 roues. Vous pourrez le consulter, bien sûr, pour aller vraiment là, comment parler vraiment mobilité. Mobilité, donc comme le chiffre que je vous disais tout à l'heure, près de 670 000 déplacements sont réalisés quotidiennement par les habitants de Grand Poitiers. En moyenne, un habitant réalise 3,66 déplacements par jour. On a 9% de la population qui ne fait aucun déplacement. Pour un jour donné, 9% de la population ne se déplace pas. Ça ne veut pas dire que c'est les 9 mêmes pourcents qui ne font aucun déplacement d'un jour sur l'autre. C'est qu'on a 9% de personnes qui ne se déplacent pas. 60 minutes de déplacement quotidien par personne pour 23 km à peu près de parcouru. Donc, on a divers indicateurs sur les taux de mobilité. Donc, le taux de mobilité, c'est ça, c'est le nombre de déplacements par jour et par personne. Donc, ce qu'on voit traditionnellement, c'est que dans les zones denses, on se déplace un peu plus que dans les autres zones. Donc là, il y a toute une série d'indicateurs qui déclinent ces éléments. On voit ici, par exemple, le nombre de personnes qui ne font aucun déplacement dans la journée, donc à ce taux de 9% là, qui est assez stable, quel que soit le type de secteur. Et donc, Sylvain, je crois qu'on allait... Donc, on a des profils ici journaliers, mais on s'y arrêtera un petit peu plus tard. Et donc, on a approfondi un petit peu cette notion de mobilité avec des informations sur la durée des déplacements, sur la mobilité selon les distances. Donc, c'était sur ce point qu'on voulait s'attarder un petit peu. Donc voilà, et donc le graphique, donc on vous laissera prendre, hein, bien sûr, toujours en détail les différentes choses. On vous laisse arrêter plutôt sur ces deux figures-là. Ouais, voilà, tout est dit en fait dans les deux encarts grisés au-dessus. On remarque donc que 50% des déplacements font moins de 3 km. 3 km, c'est un petit peu la barre, je dirais, de pertinence des modes actifs. Donc on sait que sur des personnes qui vont être plutôt piétonnes, on peut faire des trajets qui vont être de 1 à 2 km. Donc on voit qu'une bonne proportion des déplacements réalisés peuvent être potentiellement réalisés à pied sur le territoire. Et puis le vélo, alors c'est différent si on utilise un vélo ou un vélo électrique, mais l'échelle de 3 à 4 km est souvent donnée pour des déplacements à vélo standard. Et donc on ressent le fort potentiel de ces modes actifs à usage de ces déplacements de courte distance. Modulo, évidemment, les dispositions et puis les caractéristiques du déplacement si on est en pleine campagne ou si on est en plein centre-ville. Là, il y a évidemment une capacité à faire des déplacements à mode actif qui sont bien différentes. Et quand on le compare avec le graphique de droite, on voit que ces petits déplacements, donc les 20%, il y a 20% des déplacements qui sont supérieurs à 10 km, et ben ces 20% représentent 60% des kilomètres qui sont parcourus. Donc un vrai enjeu pour nous, parce que ce sont là aussi que les émissions de CO2 sont les plus fortes, hein, donc c'est une très faible part des déplacements qui fait le plus gros des émissions de CO2 et des kilomètres parcourus sur notre territoire. Donc un enjeu de rationalisation et d'optimisation de ces déplacements, notamment on peut penser aux pratiques de covoiturage ou de rabattement pour ces déplacements longue distance qui sont donc les plus émettrices sur le territoire. Donc, on voulait ensuite faire un petit focus sur la mobilité selon le profil des habitants. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, hein, ces informations sur la mobilité sont déclinées en fonction du genre, en fonction de l'âge, et puis, donc là je passe rapidement, et en fonction de l'occupation. Et donc, on voulait notamment vous montrer ces graphiques-là, ces graphiques qui donnent donc l'évolution, donc en l'occurrence là le nombre de déplacements au fil de la journée, donc entre 4 heures du matin et 4 heures du matin. Pourquoi 4 heures? Parce qu'en fait, dans l'enquête, quand les gens sont interrogés sur les déplacements qu'ils ont fait la veille, c'est entre 4 heures du matin et 4 heures du matin. À minuit, par exemple, on peut avoir encore une
partie de la population qui soit au restaurant ou hors de leur domicile en tout cas. Et c'est vrai que ça peut amener après des biais, des petites difficultés pour l'exploitation de ces données, alors que là, à 4 heures du matin, en fait, c'est l'heure où on a le plus de chances d'avoir tout le monde chez eux, quoi. Et donc là, on voit l'évolution au cours de la journée du nombre de déplacements, donc avec un pic de déplacement en fait à 8 heures du matin avec près de 75 000 personnes qui se déplacent. Donc c'est entre 8 et 9 heures du matin où on a potentiellement le plus de monde en déplacement, même plus que sur la pointe du soir d'ailleurs, qui n'est qu'à 70 000. Sauf que la pointe du soir, elle est marquée elle est un peu plus étalée, parce qu'elle commence à 16 heures, entre 16 et 17 avec 62 000. Ensuite, entre 17 et 18 avec 70 000, et puis entre 18 et 19 avec 56 000. Donc, il y a globalement plus de déplacements cumulés sur la période de pointe du soir que sur celle du matin, mais c'est quand même celle du matin qui est plus brève et plus marquée, quoi. On retrouve finalement là l'activité du réseau Vitalis avec le nombre de bus Vitalis qui peut être sorti, et donc un étalement avec une pointe très importante et un enjeu fort, et la grande difficulté, hein, des réseaux de transport public de pouvoir sur ce créneau de 7 heures à 9 heures permettre le transport d'un maximum de personnes, et puis ensuite une pointe plus étalée ou sur le soir, donc qui nécessite aussi une qualité de service sur l'ensemble de la journée, avec aussi, et là c'est l'intérêt aussi de ce graphique, la visibilité sur, par exemple, la part des déplacements des retraités, par exemple, en cours de matinée, où on va les retrouver donc dans les heures creuses de l'usage majoritaire, avec une pointe à 10 heures et puis dans l'après-midi, donc des services qui sont aussi adaptés en fonction de cette population. Et puis un autre élément qu'on voulait vous montrer, c'était lorsqu'on était en représentation étudiante, sur les étudiants et puis en étendue, on voit bien finalement que les nuits étudiantes ressortir ici avec cette part de 75% des 70-75% des personnes qui se déplacent la nuit sont des étudiants lorsqu'on est après minuit. Donc on voit bien que les nuits étudiantes poitevines sont toujours présentes. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire sur la mobilité. Alors là, on passe vraiment en revue quelques indicateurs. L'ensemble des indicateurs sont beaucoup plus riches. Et donc, on voulait ensuite s'attarder sur un des éléments clés des enquêtes déplacement, qui sont les parts modales. Quels sont les modes utilisés. Et donc, dans l'infographie que vous voyez là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les déplacements sur Grand Poitiers à 64% se font en voiture, 26% en marche à pied. On a une part de 7,7% en TC et puis une part de, on va dire 2% en vélo. Mais bon, c'est ce qu'on ressort. Ce n'est pas particulier à Grand Poitiers, hein. On a des parts modales à peu près équivalentes, quel que soit le territoire. Parce que, comme vous le disait Sylvain tout à l'heure en introduction, le fait que ces enquêtes soient certifiées CEREMA permet de pouvoir comparer son territoire avec d'autres territoires. Donc voilà. Si on reprend la même information, mais représentée cette fois sous forme de camembert, alors on voulait vous parler un petit peu de ces choix de type d'agrégation. Il faut savoir que quand une personne est enquêtée sur les déplacements, sur un des déplacements qu'elle a fait, elle a le choix entre 38 modes différents. Qui vont donc de la voiture, marche à pied, vélo, Vitalis, ainsi de suite. Mais après, on a tout un tas de modes un petit peu plus rares, même s'ils sont de moins en moins, mais la trottinette, le skateboard, l'avion, le train, le bateau, enfin bon, tout un tas de déplacements, tout un tas de modes de déplacement. Donc, pour les rendre plus compréhensifs, on les a agrégés ensemble. Donc dans le mode actif, par exemple, on retrouve le vélo et la marche à pied, le skateboard aussi, la trottinette, enfin dès que c'est pas une assistance, non, même avec assistance électrique d'ailleurs. On a ensuite un mode motorisé qui va regrouper tous les modes motorisés, donc voiture passager, mobilette, moto, tracteur, quad, enfin bon, tous les modes motorisés qu'on peut retrouver dans l'enquête. Et puis un mode collectif qui va là aussi regroupe l'ensemble des déplacements en mode collectif.
Et puis, on peut aller en mode détaillé. Et donc là, on voit qu'on affine un petit peu les différentes classes. Donc, on voit apparaître la marche, le vélo, les deux roues motorisées, voitures, Vitalis, les autres transports urbains, les autres transports collectifs interurbains, ou même des modes complets où on va distinguer en plus voitures et voitures passagers. Donc, voilà pour ça, excusez-moi. Donc là, on a aussi tout un tas d'informations sur les parts modales. On retrouve les déplacements au cours de la journée, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, on voulait s'arrêter ici sur cet indicateur qui représente en fait donc c'est déclaratif et c'est chaque personne enquêtée répondre sur leur usage, en l'occurrence là du vélo, parmi 3 à 4 possibilités, plusieurs jours par semaine, plusieurs jours par mois, exceptionnellement ou jamais. Oui. Effectivement, alors en complément des parts modales qui est l'indicateur finalement qui nous permet de nous comparer, je pense qu'il y a un autre indicateur et une autre façon de voir les choses qui est importante, qui est celle-ci, c'est l'usage notamment des modes doux, donc à la fois la marche à pied et le vélo. Et l'objectif aussi que peut se fixer la collectivité, c'est au-delà de l'augmentation des parts modales des modes doux, c'est aussi, même si c'est moins visible, de faire en sorte que les gens utilisent au fur et à mesure un petit peu plus le vélo, notamment pour des questions de santé, et donc voir ce graphique évoluer dans le temps pour que des personnes qui utilisent plusieurs fois par semaine le vélo se développent, mais aussi de façon plus occasionnelle. Ce sera déjà beaucoup que de voir cette part de 21% ou qui voilà, et puis celle-ci aussi sur les plusieurs fois par mois, se déployer au fur et à mesure. C'est un vrai enjeu pour la collectivité de voir le vélo augmenter sa part modale, même si c'est uniquement quelques jours dans la semaine ou dans le mois. Donc c'est un indicateur qu'on suivra aussi de très très près dans les années à venir. Voilà, donc cette notion d'indicateur, après, elle est déclinée aussi sur la partie voiture-conducteur ou utilisation de transport en commun. Où on voit notamment donc que 63% des gens n'ont jamais ou n'utilisent jamais le réseau de transport, alors même que pour accéder au centre-ville et à la ville de Poitiers, il peut y avoir un enjeu justement de développement de l'usage des parkings relais et de non-usage de la voiture de bout en bout. Donc, comme pour la mobilité, hein, vous avez 5 sous-chapitres. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail ici, mais où on décline les distances et les durées selon les modes. Pareil, les modes selon le profil des résidents. Je ne sais pas si on n'allait pas là-dedans, là, Sylvain. Je regarde mes notes. Si, en fait, on y allait. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil, toujours comme précédemment, par genre. Et puis donc là, c'était les parts modales par âge qu'on voulait voir un petit peu plus en détail. Où là, on voit notamment les clients des modes collectifs, hein, que sont, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont plutôt captifs, donc les jeunes de 5 à 25 ans, qui sont les personnes qui sont les plus à même d'utiliser le vélo, le Vitalis. Donc ça, c'est un premier point. Et puis aussi sur les modes actifs, hein, ce sont eux qui se déplacent majoritairement de façon assez forte. On voit, et ça se retrouve partout dans toutes les enquêtes, une baisse de l'usage des modes doux dès lors qu'on est plutôt en ménage et actif, donc entre 25 et 65 ans, pour récupérer cet usage des modes doux dès lors qu'on est plutôt à la retraite. Donc il y a un enjeu qui est important de diminuer la dépendance automobile des actifs qui, par praticité, utilisent ce mode-là au quotidien. Donc voilà, c'est donc pour les modes, hein, et puis ensuite, comme on l'avait vu tout à l'heure, donc on peut avoir des informations sur l'occupation des véhicules. Donc là, on voit par exemple un graphique qui nous montre le taux d'autosolisme, on va dire, des déplacements sur Grand Poitiers, avec effectivement 76% donc 3 déplacements sur 4 presque qui sont effectués seuls dans sa voiture. D'où l'importance donc de développer les pratiques de covoiturage qui ont un fort potentiel eu égard à ce chiffre donc de conducteurs qui sont seuls dans leur voiture.
Donc, une dernière information sur les déplacements, un dernier chapitre des déplacements intermodaux. Alors, c'est vrai que c'est souvent un des indicateurs que les gens aiment voir dans les enquêtes. Il faut savoir que c'est à prendre avec beaucoup de précautions, ces déplacements intermodaux. D'une part, parce qu'en fait, ils ne sont pas très, très nombreux. Donc, dans une enquête, quand on essaye de caractériser des choses qui sont peu fréquentes, ben, on est quand même, il y a des aléas et des incertitudes qui peuvent être importantes. Et puis, surtout, dans la méthode même de l'enquête, où en fait 2 déplacements, une correspondance en bus, donc bus plus changement plus bus, sont considérés comme des déplacements intermodaux. C'est un des aléas, c'est la règle du CEREMA pour caractériser ces déplacements. Donc voilà, ça mérite d'être lu et analysé avec attention. Concernant les motifs de déplacement, tout comme les modes, en fait, les motifs de déplacement sont caractérisés. Alors, je crois que c'est 35 là, motifs différents. Donc, on demande aux gens, quand ils font un déplacement, c'était pour faire quoi? Donc, il y a toute une série de déplacements liés au travail, liés à la formation, qui regroupe à la fois la petite enfance avec les nourrices, les crèches ou l'école primaire, ensuite l'école maternelle, puis l'école primaire, collège et lycée. Donc, voilà. Une autre catégorie les étudiants plutôt. Ensuite, des motifs liés aux achats avec une distinction entre les petits et moyens commerces et puis les grandes surfaces. Un motif important qui est lié aux loisirs, visites, démarches. Donc, on va dire tous les déplacements qui sont moins contraints en tout cas que le travail et la formation. Et puis une notion d'accompagnement aussi, quand on emmène quelqu'un quelque part ou ainsi de suite. Il y a aussi un motif qui n'apparaît pas là, mais qui est le retour au domicile. C'est-à-dire que quand je suis parti de chez moi pour aller faire des courses, par exemple, mais à un moment, quand je repars du supermarché pour aller chez moi, c'est un retour au domicile. Pour ça, on a 3 approches complémentaires dans ce chapitre. Le premier qui regroupe le motif d'activité. En gros, c'est je me suis déplacé pour faire quoi? Pour aller au travail, pour aller faire des achats, pour aller à l'école. Mais dans cette approche motif par activité, et ça c'est une règle d'analyse des enquêtes de déplacement, on exclut les retours au domicile. C'est-à-dire que le fait de retourner à son domicile n'est pas considéré comme un déplacement, puisque si on y retourne, c'est qu'on a dû y partir pour aller au travail, par exemple, et donc on sont exclus les retours au domicile. Donc c'est pour ça que dans ce chapitre, quand vous regarderez les totaux des déplacements, en fait, on n'aura pas les mêmes que ceux qu'on a vus précédemment, puisqu'en fait, il y a toute une part de déplacements qui ont été exclus. On va s'intéresser, nous, dans la suite, aux deux sous-chapitres suivants, les déplacements selon le motif combiné. Donc, on entend par motif combiné tout ce qui est déplacement domicile-travail, ce qu'on appelle domicile-travail, qui est domicile-travail ou travail et retour au domicile. Domicile-achat, qui est je pars de chez moi pour aller faire des achats ou j'ai été faire des achats et je rentre chez moi. Donc voilà, ce sont les déplacements combinés. On constate que 75% des déplacements sont en lien avec le domicile. C'est-à-dire qu'un aller pour 75% des déplacements, soit le motif de départ, soit le motif de destination et le domicile. Grosso modo, ce sont des allers-retours. Et donc là, par exemple, ici, on voit la répartition de tous les motifs combinés. Donc, on retrouve domicile-travail, domicile-formation, domicile-achat, domicile-loisir, domicile-accompagnement, et puis tous les déplacements secondaires qui sont les déplacements qui ne sont pas liés au domicile. Par exemple, je suis au travail, je vais faire des achats. Ce déplacement-là, travail-achat, il n'est pas en lien avec le domicile, donc est caractérisé comme déplacement secondaire. Et donc, je crois que Sylvain, oui. Oui, on retrouve donc justement, c'est vrai que on focalise souvent et dans nos discours, on parle souvent de l'enjeu du domicile-travail auquel on peut aussi raccrocher finalement le domicile formation, mais ça ne représente que 30% des déplacements. On a quand même, notamment du côté de l'accompagnement et puis aussi des loisirs, un fort enjeu. On sait que les loisirs, alors dans lesquels, comme le disait Fabrice, on retrouve à la fois aller au restaurant, se divertir, flâner, faire du sport, etc. On sait qu'il y a un vrai éparpillement des activités, un fort potentiel autour de cela, et donc un vrai
vrai enjeu aussi de visibilité sur ces thématiques-là, puisque elles amènent donc des déplacements qui sont les plus importants sur le territoire. Donc ensuite, pour finir sur les déplacements, alors on voulait vous parler de notions alors, qui sont des notions un petit peu plus complexes, mais dont on va expliquer, qui sont les boucles de déplacement. Ce que vous voyez sur le graphique du haut, la chaîne de déplacement, ça peut être vu comme la succession de déplacements que fait une personne au cours de la journée. Donc en l'occurrence, on va dire, elle est partie de chez elle le matin pour aller au travail, pour aller faire des achats, pour aller faire du loisir. Ensuite, elle est retournée chez elle. Et puis, elle est repartie de chez elle pour aller au travail, pour ensuite retourner chez elle. Comme je vous le disais, parmi les gens enquêtés, pour 98% des cas, ils étaient chez eux à 4 heures du matin la veille, ils étaient chez eux à 4 heures du matin le lendemain. Donc, en fait, on peut construire cette chaîne de déplacement qui part du domicile et qui, pour 98% de la population, et qui, à la fin, les gens retournent chez eux. Cette chaîne de déplacement, elle peut être décomposée en boucles de déplacement, domicile-domicile. Une première ici, une boucle simple qu'on voit, donc, qui est celle du haut. La personne est partie de chez elle, elle a été au travail, elle est rentrée chez elle, donc un aller-retour en fait entre le domicile et le lieu de travail. Et puis une boucle de déplacement plus complexe avec un enchaînement travail, achat, loisir, domicile. Pourquoi les boucles domicile-domicile sont intéressantes en termes de mobilité? Elles sont intéressantes parce que, comme on l'a vu précédemment, les déplacements intermodaux, comme on ne l'a pas vu, mais comme je vous l'ai dit, les déplacements intermodaux sont très peu nombreux. Et ce qu'on remarque aussi, c'est quand une personne part de chez elle avec sa voiture, ici par exemple, elle va enchaîner la suite de déplacements puisqu'elle a une voiture à disposition en voiture, et que c'est en fait au domicile où la personne peut éventuellement changer de mode. C'est-à-dire que le matin, elle est partie de son domicile en voiture parce qu'il fallait qu'elle aille faire des courses et puis faire une activité sportive rentrer chez elle. Donc la voiture était le plus adaptée à son enchaînement de déplacement, alors que l'après-midi, en fait, elle sait qu'elle va aller à son travail et puis rentrer chez elle. Et donc là, elle peut opter pour un mode doux comme le vélo, par exemple, ou le transport en commun. Donc c'est vraiment au niveau du domicile où on a des changements importants de mode. Et une fois qu'on est parti avec un mode, souvent, il est conservé, très majoritairement, il est conservé jusqu'au retour au domicile. On remarque que sur les boucles domicile, on en a 2/3 qui sont à 2 déplacements, c'est-à-dire un aller-retour, comme tout à l'heure, notre domicile, travail, domicile. Donc les gens, en fait, pour 66, 2/3, quand ils partent de chez eux, ils vont quelque part et ils rentrent chez eux. Et cette information est illustrée ici sur ce graphique, alors qui mérite un petit peu explication, mais qui, une fois qu'on les a donnés, est relativement clair. Tout le monde part de chez eux. Tout le monde, les 98% de gens qui, mais bon, on va dire pour simplifier tout le monde. Et par exemple ici, parmi les gens qui partent de chez eux, on en a 22% qui vont vers un lieu de travail. Donc ils vont au travail et qu'est-ce qu'ils font après ces gens-là? Pour une grande majorité, ouais, ils retournent directement chez eux. Pour certains, ils vont faire de l'accompagnement. Pour d'autres, ils vont faire des achats. Pour d'autres, ils enchaînent une autre activité de travail. Pour d'autres, ils vont faire du loisir. Mais en fait, on remarque que pour le travail, c'est quand même le retour au domicile qui est le plus marqué. Si on prend les loisirs, c'est encore plus important. Après une activité de loisir, je rentre chez moi. Après l'école, je rentre chez moi. Après les achats, je rentre chez moi. Après l'accompagnement, donc par exemple accompagner mes enfants à l'école ou ma grand-mère chez le médecin, je rentre aussi chez moi. Et donc on voit là l'importance de ces allers-retours entre le domicile et un lieu d'activité. Et quand on dit que l'enchaînement des déplacements peut être un frein à l'usage de modes comme le transport en commun, par exemple. Mais qu'est-ce qui met en évidence ce graphique? C'est je pars de chez moi pour emmener mes enfants à l'école, ensuite je vais au travail, ensuite je vais rechercher mes enfants à l'école pour ensuite rentrer chez moi. Et bien, on voit qu'au bout du compte, ça représente des parts assez faibles de déplacement. Et peut-être que ces déplacements sont
peut-être que la voiture est le plus adaptée pour ces déplacements, mais en tout cas, ça présente une proportion qui est qui est très faible. Alors, cette représentation-là ne représente pas tous les déplacements qui sont réalisés, puisqu'en fait, on a quelques personnes qui peuvent enchaîner 15 déplacements entre leur domicile et leur retour au domicile. Donc, il aurait fallu, pour les représenter, qu'on ait 15 couronnes. Donc, on a mis des limites, mais en tout cas, ça représente près de 92% des déplacements qui sont réalisés sur le Grand Poitiers. Donc, ça donne quand même une bonne image de ce qui se passe. Et puis c'est très éclairant ce que vient de dire Fabrice pour notre politique publique où souvent les gens se cachent derrière cet enchaînement de déplacements pour ne pas faire donc notamment de covoiturage ou envisager de changer de mode de transport. Là, ça objective clairement le fait qu'il y a un vrai potentiel de report modal. Donc voilà, donc ensuite les flux de déplacement, donc là qui sont déclinés en fait sur donc les flux là où, donc, où on voit les échanges qu'il peut y avoir entre donc, le Grand Poitiers, Vallée du Clin et Poitiers et Pays Neuvillois. Donc on a à peu près 41 000 déplacements, non pardon, 30 000 déplacements pardon, entre le Pays Neuvillois et Poitiers, hein, grosso modo 14 200, 14 500 on va dire dans un sens et dans l'autre. Ça reflète l'idée, les gens partent de chez eux pour aller travailler à Poitiers, puis rentrent ensuite chez eux, quoi. Donc on a des flux qui sont dans les deux sens, qui sont normalement à peu près équivalents. Des déplacements aussi là de près de 40 000 aussi entre Vallée du Clin et Grand Poitiers. Ce qui est vraiment pas neutre pour nous, donc des enjeux aussi de coopération et de travail entre territoires pour valoriser les modes alternatifs est à avoir en tête. Donc voilà, donc ensuite ces déplacements-là sont déclinés en deux chapitres, les flux de déplacement des résidents de Grand Poitiers et puis des non-résidents. Les non-résidents, c'est ces habitants-là ces habitants de Pays Neuvillois ou de la vallée du Clin qui viennent à Grand Poitiers. Et comment ces habitants-là vont se déplacer dans Grand Poitiers, pourquoi faire, ainsi de suite. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les boucles tout à l'heure, hein, quand les gens partent avec leur voiture, ils vont la garder toute leur journée. Ben ces non-résidents-là qui viennent dans Grand Poitiers viennent majoritairement en voiture. Donc après, ils ont une voiture à disposition sur le territoire pour faire le reste de déplacements qu'ils ont à faire, quoi. On va ici s'intéresser, nous, plus au flux de déplacement des habitants de Grand Poitiers. La première information assez intéressante, c'est ça, c'est 90% des déplacements internes. C'est-à-dire que parmi les 630 000, je n'ai plus le chiffre en tête, 40 000 déplacements qui sont réalisés quotidiennement sur Grand Poitiers, en fait, on en a 90% qui ont une origine et une destination dans Grand Poitiers. C'est-à-dire que les gens de Grand Poitiers, dans 90% de leurs déplacements, restent sur leur territoire et vont pas ailleurs. On a une part de déplacement en échange. C'est-à-dire que là, sur les déplacements d'échange, je suis à Grand Poitiers et je vais à Paris. Voilà, donc j'ai mon origine dans Grand Poitiers, ma destination hors de Grand Poitiers, ou j'étais à Paris et je rentre à Grand Poitiers. Pareil, un des deux en tout cas, l'origine ou la destination est Grand Poitiers. Et puis externe, c'est les déplacements que je vais faire ailleurs. C'est-à-dire que je suis parti de Grand Poitiers. Typiquement, je suis parti de chez moi pour aller à la gare, de Grand Poitiers, c'est un déplacement interne. J'ai pris le train pour aller à Paris, on est dans de l'échange. À Paris, j'ai pris le métro pour aller de la gare Montparnasse à la Défense, c'est de l'externe. Voilà. Donc on voit en fait, et cet indicateur-là représente assez bien l'autonomie du territoire par rapport aux autres, et notamment, on peut le voir ici, sur ce graphique-là. N'hésite pas à m'interrompre, Sylvain, si je parle à ta place. Non, aucunement, c'est bon. On voit par exemple que les habitants de Grand Poitiers font 84% de leurs déplacements les habitants de Poitiers dans Poitiers. Donc, en fait, c'est un territoire qui est assez autonome et que ce taux-là est beaucoup plus faible dès qu'on va dans les premières, deuxième et troisième couronnes où en fait les habitants des couronnes là ont besoin de sortir de leur couronne de résidence pour aller travailler, pour aller faire des études, pour aller faire des achats, quoi. Donc là, on commence à avoir une notion de flux.
Donc, on étudie ces flux en fonction des modes, ces flux en fonction des motifs. Et donc là, on a en fait cette même cartographie qui montre en fait les flux entre les différentes couronnes. Donc là, entre la deuxième couronne et la troisième couronne, par exemple, entre la première couronne, la deuxième couronne et Poitiers hors centre-ville et Poitiers centre-ville, ainsi de suite. Donc ça donne une image un petit peu des flux qu'on peut avoir entre les différents secteurs de Grand Poitiers. Représentation qui devient assez difficile à lire dès qu'on a beaucoup de secteurs. Donc là, on est sur le secteur de tirage le plus fin. Donc si on clique sur un, on efface les autres, mais ça reste quand même relativement difficile à lire. Et donc c'est pour ça qu'on a créé des matrices origine-destination qui permettent de mettre cette information, la même information, mais d'une manière plus à plat. Et donc, je crois que si on regarde ça, par exemple, Sylvain, tu avais des choses à dire. Oui, c'est effectivement beaucoup plus assez lisible et ça montre. Alors, vous avez en haut le secteur d'origine et sur le côté le secteur de destination. Et on voit ressortir alors différentes choses, notamment si on arrive à faire la distinction entre les différentes couleurs, une ligne qui est quand même un petit peu plus sombre, qui est la ligne Poitiers faculté Milletterie, et donc se cache derrière ça en destination la destination campus et donc la destination CHU qui est quand même importante sur le territoire. Aussi des déplacements internes qui sont assez forts entre Poitiers-Couronnerie, Poitiers-Saint-Éloi. Là, on voit un ensemble de focus qui sont importants, donc qui montrent aussi l'autonomie de ces secteurs-là. Et puis le deuxième point, la deuxième ligne, c'est un peu plus bas, c'est le secteur Futuroscope aussi qui draine un nombre important de personnes, notamment salariés potentiellement qui vont y travailler avec tous les enjeux qu'on peut avoir derrière autour de la gestion du stationnement sur ces territoires, parce que on l'a aussi et on va y venir une analyse par mode de ce type de graphique. Donc voilà, par mode, donc le même graphique ici. Voilà, on voit donc avec la voiture le fort usage de la voiture, notamment à destination de la milletterie. Hein. C'est vrai que les espaces de stationnement, ils sont à la fois gratuits et puis en nombre, notamment sur le campus. Donc avec cette capacité de se déplacer facilement vers un secteur qui par ailleurs est assez accessible en voiture et idem sur le territoire du Futuroscope. Donc après, voilà, ce menu-là permet d'avoir cette matrice origine-destination sur les différents modes. Donc voilà, si on prend par exemple les modes actifs, donc marche et vélo, on voit que on voit déjà une très forte diagonale, c'est-à-dire des trajets internes au secteur eux-mêmes, donc souvent de courte distance, mais on voit que ça peut un petit peu irradier, notamment dans la partie dense de Grand Poitiers. Il y a aussi un éclairage, une étude qu'on devra mener alors, en lien avec la biéthique des transports en commun, mais puisque là on a des données sur Vitalis, donc qui nous permet aussi de voir quels sont les liens entre quartiers par ce type de graphique. Donc voilà, la même chose déclinée sur les motifs. Donc voilà, donc vous aurez des informations là-dessus. Le dernier point qu'on voulait voir était les dynamiques urbaines. Alors, les dynamiques urbaines, on oublie ici la notion de déplacement et on va parler de personnes. En fait, c'est une approche qu'a imaginé donc le CEREMA. À l'époque, c'était le CT et puis l'Université de Lyon, où en fait, ils ont eu l'idée, alors qui n'est pas très, très compliqué, juste il faut l'avoir, de se dire, en fait, quand on fait une enquête de déplacement, on étudie, on demande aux gens quels sont les déplacements qu'ils ont faits. Donc, par exemple, dans notre cas, là, la personne est partie de chez elle à 5h30. Voilà, ici, elle est arrivée à 5h50. Mais on demande aussi aux gens le motif de départ. Donc là, cette personne était à son domicile. Le motif d'arrivée, donc elle allait au travail. Comment elle s'est déplacée en voiture et d'où elle est partie. En fait, on voyait d'où elle est partie et d'où elle est arrivée. Donc, l'origine du déplacement et la destination. Donc, en fait, on enquête ce petit bout-là.
Ensuite vient le temps du deuxième déplacement. Ben, elle est partie à midi 25, de son domicile. Elle est partie du travail, elle est arrivée à son domicile, ainsi de suite. Donc là, et puis ainsi de suite au cours de la journée. L'idée du CEREMA, du CT de Lyon et de l'université, de dire, mais en fait, on a toutes les informations pour reconstruire l'emploi du temps de la personne. Puisqu'on sait que cette personne-là, avant 5h30, elle était à son domicile, donc on va la mettre à son domicile. Là, elle était en déplacement, donc on la met en déplacement. Ensuite, elle était au travail, jusqu'à ce qu'elle parte du travail à midi, pour retourner chez elle, pour ensuite aller faire du loisir, pour retourner chez elle. Donc on peut créer à partir de ces déplacements, en les prenant en quelque sorte à l'envers, l'emploi du temps de la personne au cours de la journée. Et de la même manière, vu qu'on sait l'origine et la destination de la personne, on sait où la personne était, où l'habitant, la personne était sur le territoire. Elle était dans la zone A, puis ensuite elle était au travail, ce qui correspond à sa zone B. Elle est retournée chez elle, elle était dans sa zone A. Elle a été faire du sport sur une zone C pour ensuite retourner chez elle dans sa zone A. Donc en fait, l'approche des pulsations urbaines consiste à analyser ces emplois du temps des personnes, soit en fonction de l'activité, soit en fonction du secteur de présence. Qu'est-ce qu'on voit par exemple? Le premier graphique, c'est les habitants de Grand Poitiers, qu'est-ce qu'ils font au cours de la journée. La nuit, en majorité, ils sont chez eux, ils dorment. Ils dorment pas, mais en tout cas, ils sont chez eux. Et puis, on voit au fil quand le temps passe, on voit que le travail, donc en bleu, commence à prendre de la proportion. Les formations ensuite, les achats. Et donc, si on retire, par exemple, ça, ben, on peut avoir, donc on va retirer aussi le en déplacement, on voit un petit peu ce que font les gens au cours de la journée. Donc, on a à 11 heures, le maximum, on a 55 000 personnes, on va dire, qui travaillent. On a à 11 heures toujours 40 000 personnes en formation, donc à l'école, à l'université. On a pour les achats une période d'achat assez fort entre 10 et 11 heures, et puis le soir. Sur les loisirs, on voit que ça démarre plus tard, et ça se prolonge plus dans la soirée. Donc en fait, ça nous permet vraiment d'avoir l'occupation des gens en fonction du territoire, et puis donc on a ça décliné sur les différents secteurs d'analyse. Le deuxième important consiste le secteur de présence, en fait. Donc, on va prendre par exemple Poitiers, sur la ville de Poitiers, qui sont les gens, d'où viennent, où habitent les gens qui sont présents en fonction de l'heure de la journée sur la ville de Poitiers. La nuit, grosso modo, tout le monde est à peu près chez eux, à part quelques étudiants qui sont encore de sortie. Et donc, on a à peu près tout le monde, donc tous les gens qu'on trouve sur la commune de Poitiers à 4 heures du matin, mais sont des habitants de Poitiers. Et puis, à partir de 7 heures et encore plus de 8 heures, et bien en fait, un flux de personnes extérieures à la ville de Poitiers viennent pour travailler, pour étudier, et donc là, ce graphique-là nous montre, donc si on oublie, on va dire, les gens, les habitants, on voit que la ville de Poitiers, en fait, a un afflux de près de 35 000 personnes qui viennent d'ailleurs, alors pour une part, pour 15 000 de la première couronne, 5 000 de la deuxième couronne, 3 000 de la troisième couronne, et puis des gens qui viennent du Pays Neuvillois et de la vallée du Clin qu'on retrouve ici, quoi. Avec importance, hein, d'ailleurs, parce qu'on voit que près de 10 000 personnes ne font pas partie de Grand Poitiers et sont présentes donc dans ce créneau-là. Tout à fait. Donc là, en fait, on voit ici l'attractivité de la ville de Poitiers. Alors, il y a une petite baisse parce qu'en fait, dans cette approche-là, on ne prend pas en compte les gens qui sont en déplacement. C'est-à-dire que quelqu'un est en déplacement, mais dans sa voiture, on ne sait pas s'il est entre Poitiers et la première couronne. Donc, ces gens-là sont exclus. Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas la même valeur que celle qu'on avait précédemment. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a un afflux de personnes d'ailleurs qui viennent dans Poitiers. Et si on prend par exemple la troisième couronne, ben, on a un profil qui est très différent en fait, où là, donc la nuit, les gens qui sont à la troisième couronne sont comme d'habitude des habitants de la troisième couronne.
ils quittent la troisième couronne pour aller notamment sur Poitiers travailler. Donc, on voit que la population en fait, du territoire décroît et qu'elle n'est pas compensée par les quelques personnes qui peuvent venir d'ailleurs, puisqu'on a quand même des habitants de Poitiers qui viennent dans la troisième couronne pour travailler, voilà. Mais en tout cas, que cette proportion-là n'est pas compensée par cette immigration n'est pas compensée par tous les départs, quoi. Donc, si on retire la première couronne, ben, on voit que voilà, on a 2000 personnes qui viennent sur le territoire de la troisième couronne. Donc, ça ne compense pas tous ceux qui sont partis, mais c'est quand même 3000 personnes qui vont venir essentiellement, on ne sait pas, mais à 60%, on va dire, ou 66% en voiture, donc avec aussi, là aussi, sur ces territoires-là, potentiellement des problèmes de stationnement. Donc voilà, on a fait le tour alors assez rapidement, mais le tour de cette plateforme. Sylvain. Oui, merci Fabrice pour cette présentation rapide, mais malgré tout assez détaillée, qui vous permettra de prendre en main ce site, puisque on vous le rappelle, hein, va vous être délivré un lien pour l'accès à ce site web, qui vous permettra donc d'aller en profondeur dans l'ensemble des données. Ce site web, c'est vraiment aussi l'un des piliers qui va nous permettre de créer ensemble cette feuille de route dont on vous a parlé, qui est une première feuille de route mobilité qui va présager du plan de mobilité, mais qui est à réaliser durant cet hiver et qui va nous amener à rentrer en concertation avec vous, à échanger. Et donc toutes ces données vont vous éclairer, je dirais, sur les usages pour qu'on puisse ensemble bâtir une feuille de route et des actions qui favorisent les mobilités à la fois des différentes personnes, mais aussi en prenant en compte les différences entre les différents territoires. Donc on est à votre disposition là-dessus, et ça va être un moment important pour nous que de travailler sur cette thématique avec vous. Merci à vous pour cet échange. Merci. Au revoir. Au revoir. Do you want to stop? If yes, you will receive email notification. Do you? Oui.